Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Mohad Arb, vous êtes le président du Code Égypte, collectif pour la démocratie en Égypte. Bouzid Ichalalen, vous êtes journaliste. Et Jemal Taleb, notre éditorialiste, est resté avec moi également. Merci à vous trois, en tout cas, d'être restés. Je suis responsable de la protection de plus de 90 millions d'habitants. Je n'ai pas l'intention de me laisser distraire, m'a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi. C'est un sujet de la rédaction signé Idelette Mirabel Bissou. En décrétant 3 mois d'état d'urgence en Égypte le 10 avril 2017, le président al-Sisi veut donner un signal fort aux terroristes et à l'islamisme radical. En effet, l'état d'urgence intervient au lendemain des attentats qui ont fait 44 morts et une centaine de blessés dans 2 églises coptes du pays. Le Parlement égyptien l'a approuvé mardi 11 avril. À noter que les 2 attaques avaient été revendiquées par l'État islamique à travers un communiqué de son agence de propagande, Amaq. Un fait majeur à relever, ces attentats interviennent quelques jours avant la visite du pape François prévue les 28 et 29 avril en Égypte. Les Coptes orthodoxes d'Égypte sont la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Ils représentent 10% des 92 millions d'Égyptiens. En décrétant l'état d'urgence, le président Abdel Fattah al-Sisi renforce sa volonté première, à savoir la sécurité d'abord. Cette reprise en main, en tout cas par aujourd'hui, on l'appelle le maréchal Sisi, c'est une façon de protéger le pays, de reprendre en main la situation, et je pense qu'il y a eu, de ce point de vue, une identification des Égyptiens. La réaction, quand on sait le poids de l'armée en Égypte, l'armée c'est 30% du PIB de l'économie égyptienne, c'est-à-dire qu'ils ont un poids très très fort. Des analystes estiment que la loi sur l'état d'urgence du président al-Sisi n'aidera pas à contrer l'État islamique en Égypte. Depuis l'annonce de l'état d'urgence, l'armée a déployé des forces pour assister la police nationale dans la péninsule du Sinaï. Il y a des améliorations lentes, ça prendra des années. Le pays a des défis considérables, des défis démographiques, des défis économiques, et surtout, ce qui menace la société égyptienne, c'est l'écart entre les riches et les pauvres et les inégalités absolument criantes qui aujourd'hui alimentent tous les mécontentements, et je pense que c'est la source première de la menace à l'égard de la stabilité égyptienne. Les 6 dernières années ont été particulièrement difficiles pour l'économie égyptienne, confrontée à la diminution des investisseurs effrayés par l'instabilité politique à la tête de l'État. Alors que le pays semble être prêt à se relever, le patronat local demande une nouvelle approche de la politique économique du pays. L'urgence pour le président égyptien est d'assurer l'intégrité du territoire national. Oui. À des confrères qui l'interrogeaient, le président disait « Si on a un extrémiste, un terroriste pour 1000 habitants, j'ai une armée de 90 000 terroristes à combattre. Il faut nous comprendre. » Fin de citation. Il faut donc un État fort et répressif pour arriver à bout du terrorisme. Si encore je voyais une baisse des attaques terroristes, je dirais oui. Mais de tout ce que j'ai vu depuis qu'il est là, et puis c'est surprenant parce que ce monsieur-là, il était à la tête des renseignements de l'armée. C'est pas comme si c'était un nouveau joueur sur la scène politique. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'Égypte, connaît très bien le Sinaï, connaît très bien le milieu. Alors écoutez, c'est ce genre de charabia à longueur de journée, si je peux pas, c'est trop. Vous pensez 90 000 personnes, il y a 90 millions, il y a autant d'attaques, il y a autant de problèmes. Et puis la plupart des gens, on peut leur dire terroriste toute la journée, mais en fin de journée, il doit manger le monsieur. Donc quand il n'a pas de quoi manger, le terroriste, lui, il s'en fout complètement. Donc s'il n'y a ni ça, ni là, qu'est-ce que je comprends pas, moi je vois pas qu'est-ce qui reste en fait. Donc vous pensez que votre pays est régulièrement, un peu trop régulièrement secoué par des attaques terroristes? Votre pays, bizarrement, depuis que Sisi est là, il y a pas mal d'attaques terroristes, comme si c'était planifié. Je pense que tous les pays arabes, entre guillemets, toujours je le dis, les pays nord-africains, je pense que tous les régimes dictatoriaux de nos pays nord-africains instrumentalisent le terrorisme pour justifier et légitimiser certains axes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement ou un soulèvement ou quelque chose qui nous pousse vers le changement, ils nous sortent quelque chose. Un attentat terroriste, des Coptes attaqués, des journalistes mis en prison. Mais c'est quoi ça?
mais il faut laisser les gens s'exprimer. Donc, c'est vrai que le terrorisme, surtout quand on est dans un pays musulman, enfin, majoritairement musulman, quand on parle le cas de l'Égypte, c'est vrai qu'il y aura beaucoup plus d'extrémistes que dans un autre pays chrétien ou qui a une autre religion. Mais le problème, c'est quoi? Il faut aussi, pourquoi il ne cite pas que l'Égypte, c'est la première puissance militaire en Afrique? Tout à fait. Avec un effectif de presque 1 million d'hommes. Donc, si on ne peut pas faire... C'est la première armée, hein, effectivement. Bah oui, c'est la première armée. Si une armée d'un million de personnes n'arrive pas à cerner le pays pour 90 000 personnes, je ne vois pas. Mais quand il dit « j'ai à sécuriser » excusez-moi, je pourrais aller jusqu'au bout. Parce que si, avec 1 million de militaires, on n'arrive pas à sécuriser un territoire, c'est qu'on n'est pas bon. Il faut se remettre en question. Un territoire qui est occupé à 4% seulement, hein, 96% du territoire. La dimension asymétrique de la lutte contre le terrorisme. Il faut juste prendre en considération que la situation géographique de l'Égypte est bien sûr très sensible, surtout avec ce qui se passe actuellement en Libye, avec les frontières. C'est vraiment des pays qui sont pas vraiment instables, ou c'est des pays instables, si on peut le dire comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de soldats qui sont déployés ailleurs, mais déjà que l'armée, il y a 1 million, sans parler de la police et des autres services et appareils de renseignement. Donc dire que le gouvernement égyptien n'arrive pas à sécuriser l'Égypte, je pense que c'est une connerie. C'est une honte. C'est une honte de dire ça à la route. Alors si il suffisait d'une grosse armée pour que le terrorisme soit complètement combattu, les États-Unis n'auraient jamais aucun problème de terrorisme. Ah non, on ne parle pas je parle de terrorisme dans toutes ses formes. En France, on a eu près de 1000 morts sur les derniers temps à cause du terrorisme. Pourtant, on ne peut absolument pas soupçonner l'armée d'être faible. Je pense que les armées ne sont pas outillées pour un ennemi asymétrique, invisible, et parfois qui a des raisons beaucoup plus larges que faire la guerre à une armée conventionnelle. Vous comprenez l'argument que ça devient un faux fuyant, la lutte contre le terrorisme devient... C'est un faux débat, parce que ce n'est pas une question d'armée. Je le comprends. Ça n'a rien à voir avec l'armée. Ce que j'étais en train de dire, si vous me permettez de finir. La Tunisie est un pays démocratique, on sera bien d'accord, en tout cas aujourd'hui. Et pourtant, c'est le pays qui probablement subit le plus d'attaques terroristes. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement tunisien instrumentalise la lutte contre le terrorisme, contre quoi que ce soit. L'Algérie, qui n'est quand même pas une dictature atroce, subit aussi beaucoup de terrorisme. Et donc la question est... Le Mali, qui n'est absolument pas une dictature, subit beaucoup de terrorisme. Le Nigeria, qui n'est pas une dictature, subit beaucoup de terrorisme. Il n'y a pas d'instrumentalisation à chaque fois. Et je peux aller jusqu'au Cameroun. Donc on n'est pas dans une instrumentalisation nécessaire. Je pense, moi, que la liberté est la première des sécurités et que si, pardon, vous n'êtes pas libre dans votre pays et vous n'êtes pas dans une sécurité absolue dans votre pays, vous n'êtes pas libre. Et donc, l'état d'urgence avait... Évidemment. Il y a un drame aujourd'hui dans le monde, c'est ce qu'on appelle sacrifier les libertés au nom de la sécurité. C'est une réalité. De ce point de vue, l'Égypte n'est pas... C'est valable. Ah non, je ne suis pas d'accord. C'est très simple. Parfaitement d'accord. Je suis d'accord avec monsieur. Les États-Unis ont inventé le Patriot Act. C'est quand même pas le plus grand exemple de démocratie et de liberté au monde. Deuxième chose, nous vivons en France depuis les attentats de Charlie sous l'état d'urgence. Et pardon, nous ne sommes quand même pas dans un pays, dans une dictature atroce. Pardon de vous le dire. Troisième chose. Très rapidement. Troisième chose importante, c'est que vous ne pouvez pas nier que le terrorisme existe en Égypte et on peut, ni vous, ni moi, ni personne n'est capable de dire qu'il aurait été meilleur si Al-Sisi n'a pas été là et qu'il serait beaucoup plus fort. On ne sait pas combien d'attentats sont déjoués. Ce sont des choses par excellence qu'on ne connaît pas. Le phénomène terroriste est un phénomène qui frappe d'abord le monde arabo-musulman, il ne faut jamais l'oublier. Ce sont les premiers qui le subissent et donc l'Égypte le subit. Est-ce que Al-Sisi fait meilleur que les autres? Je n'en sais rien. Est-ce que la situation aurait été meilleure si Al-Sisi n'avait pas été là? Ce sont des extrapolations que j'évite d'avoir. Très rapidement, j'aimerais savoir. S'il vous plaît. La personne est arrivée au pouvoir pour dire que je vais sécuriser ce pays. Dès lors, ce n'est pas le cas. Ce monsieur, il n'a pas seulement l'armée, il a le service de renseignement. Et plus important de regarder dans tout cela, en fait, qui est-ce qui alimente les camps des terroristes au Sinaï, comme on le prétend tout le temps? Vous pensez que c'est qui? Mais c'est normal. Quand on est dans un pays où il n'y a que de la justice, que de l'injustice, dites-vous. Il n'y a que de la justice économique. Aujourd'hui, on a 30% de jeunes qui ont moins de 20 ans. Et tout à fait. Il n'y a pas de travail, il y a une mauvaise éducation. 26 millions, effectivement. Mauvais système de santé. On est dans une situation où ça ne se passe pas très bien. Quand moi, je vois les prisons qui... Vous pensez que c'est ça qui alimente c'est un système qui ne tient pas la route.
Alors forcément, quand il y a... Vous faites une corrélation certainement. systématique entre... Pas systématique, logique. Aujourd'hui, on est dans un système où il y a beaucoup d'injustices économiques. Les gens, ils ne retrouvent pas leurs biens. Ils retrouvent pas Donc forcément, dites-nous. Comment jouera un joueur stratégique? Il jouera sur les priorités. Quand vous ne penserez pas à votre fin si vous avez peur. Si un lion vous attaque ici, tout de suite, vous n'allez pas vous dire « Ah, je n'ai pas encore mangé à midi ». Vous allez, première chose à faire, c'est de sécuriser. C'est ce que fait l'armée. C'est ce que fait aujourd'hui le général Sissi. Dites-moi très rapidement. Derrière, on cache tous les problèmes qu'il y a derrière sur la scène. Pas le reprocher. Bien sûr que je le reproche. Parce que ce n'est pas le président de l'armée. C'est aussi un président de toute l'économie. Il est là, il a dit qu'il allait apporter un bien sur l'économie, un bien sur la scène politique. Il n'y a rien dû, à part 12 prisons de créer, 60 000 personnes qui ont été emprisonnées. Qu'est-ce qu'il y a eu comme avancement? Je pense que quand on parle de terrorisme, il ne faut pas confondre. Quand on dit qu'il faut... Moi, personnellement, je n'ai pas dit que Sissi doit éradiquer le terrorisme. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a aucun pays au monde qui peut éradiquer complètement le terrorisme. Ça, le risque zéro n'existe pas. Quand on parle de Sissi, c'est un général et c'est un président qui a des moyens de renseignement. Je pense que c'est l'appareil de renseignement dont dispose l'Égypte. C'est l'un des appareils de renseignement les plus puissants en Afrique. Oui, il ne faut pas le nier. Après, quand on dit on doit sacrifier les libertés pour la sécurité, je ne suis pas d'accord. Parce que dans le temps de Moubarak... Non, excusez-moi. Laissez-moi juste finir. Mais je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous n'avez pas dit ça peut-être. De toute façon, quand on dit qu'il faut sacrifier les libertés pour avoir la sécurité, je ne suis pas d'accord. Parce que ce n'est pas en mettant 70 000 militants dans les prisons et emprisonner, je pense, 14 journalistes pour l'instant, c'est le chiffre que j'ai en tête. Qui sont détenus. Voilà, qui sont détenus, qu'on va instaurer la paix. Justement, ce que Moed a dit tout à l'heure est tout à fait vrai. Les gens, aujourd'hui, cherchent à améliorer leur situation sociale quotidienne. Les Égyptiens ne cherchent pas à être, je ne sais pas, des super citoyens en Afrique ou au monde. Non, ils ont justement renversé un système dictatorial pour espérer, et en espérant avoir un système meilleur, une vie meilleure. Donc, sacrifier la liberté, je pense que c'est une erreur fatale que font tous les gouvernements. De ce point de vue, l'Égypte n'est pas une exception. Avant que vous ne leur répondiez, monsieur, dites-moi, quelle était l'aspiration principale de ces jeunes Égyptiens qui s'étaient rassemblés place Tahrir en 2011 et qui n'ont pas aujourd'hui... Je vais juste souligner une chose. Qui n'a pas été satisfait. Les Égyptiens, de façon générale, surtout les nouvelles générations, elles n'ont aucune conscience politique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont grandi avec. On ne connaît pas la politique. Sur nous, politique, c'est tabou. On n'en parle pas. Parler du président dans les années 90, c'était presque dangereux. C'était quoi le besoin principal? Nous, tout ce qu'on demandait, c'était 3 mots. On demandait la dignité, la justice sociale et le pain c'est-à-dire la subsistance. Dignité, quand vous parlez de dignité, en fait, c'est très simple. Ça se rattache à quoi un exemple tout bête, d'accord. Sans ma carte d'identité, j'étais bloqué sur tous les fronts. Je ne peux pas voyager, je ne peux rien faire, je ne peux pas m'inscrire. La dignité, c'est l'égalité sociale. Ça m'a pris, moi, 1 an et demi pour la faire. D'accord. Et je l'ai fait avec un piston. D'accord. Vous voyez le truc? D'accord. Donc, voilà. La fluidité de l'administration. Je suis de la classe moyenne. Une personne qui est de la classe pauvre en Égypte, mais elle a aucun droit. Elle est considérée comme un animal. Même un animal, je pense qu'il est mieux respecté. En Égypte? Ah oui. Je t'allais. Je ne suis pas d'accord. Répondez à tout ce que vous venez. Bien entendu, pas d'accord avec ça, mais je ne veux absolument pas rentrer dans ce débat-là. Oui, c'est compliqué, sémantique. Voilà. Je suis persuadé que la liberté est une aspiration absolument naturelle et que l'être humain, quel qu'il soit, demande la liberté où que ce soit. Je n'ai jamais dit qu'il faille sacrifier la liberté au nom de quoi que ce soit. J'ai remarqué qu'y compris les démocraties occidentales... Mais c'est l'idée qui est véhiculée dans la construction du discours politique. Mais pas seulement. Il y a une tendance universelle aujourd'hui de sacrifier la liberté au nom de la sécurité. Je pense, moi, que la sécurité est importante et que d'ailleurs, la première des libertés, c'est la sécurité et que quand vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas libre. Cela dit, faut-il pour autant que la sécurité soit l'alpha et l'oméga de toute la vie? Non, je ne l'ai pas dit. Mais qu'il faille pendant un moment sacrifier quelques instants de sa liberté pour avoir la sécurité est une chose fondamentale. Pardon. On a vécu 30 ans sous Moubarak en état d'urgence. Moubarak n'est plus là. Oui, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit Moubarak? Il a dit c'est mon poulain. Je finis. On est dans un pays de 90 millions d'habitants. On est dans un pays qui vit dans une région absolument instable et dangereuse. Et donc, si vous êtes appelé, la région est instable. C'est pas vrai. Quel sera donc, effectivement, si vous voulez sécuriser
un pays de 90 millions d'habitants dans une zone comme celle-là, ça vous demande un peu d'humilité. Donc je ne suis pas capable, moi, de frapper ni l'un sur l'autre. Je l'ai dit encore une fois, que les premiers instants dans lesquels le président Al-Sisi est arrivé au pouvoir sont, de mon point de vue, désastreux et dangereux. Et maintenant, effectivement, c'est compliqué de dire, j'arrive dans ce pays alors que j'arrive en écrasant des dizaines de personnes. C'est très grave. Quelles sont, et je ne peux pas l'approuver. En revanche, aujourd'hui, les perspectives? Mais voilà, quand vous dirigez un pays comme cela, vous êtes obligé, parce que la sécurité, le terrorisme n'est pas le seul moyen à faire. Il faudrait de toute façon, d'ailleurs, je le pense, que si vous améliorez les conditions économiques, vous allez améliorer aussi les conditions. Et ça nous amène effectivement. Et que c'est tout ça à la fois. Et donc les schémas, les défis pour le maréchal Al-Sisi, de mon point de vue, sont les suivants. D'abord, mais si tu préfères, si tu permets, on en parle dans la troisième partie de l'émission. Merci. Merci Jemal. Mesdames et messieurs, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.